Le fait que les bactéries peuvent développer des résistances aux antibiotiques lorsqu'elles y sont beaucoup exposées est aujourd'hui connu du grand public. C'est notamment grâce aux nombreuses campagnes gouvernementales passées sur toutes les chaînes télé que l'opinion a pu être sensibilisée. Le principe est le suivant. Les bactéries se reproduisent vite et beaucoup, et en se reproduisant, de nombreuses erreurs de copie du génome peuvent arriver. Les bactéries sont attaquées par les antibiotiques, elles meurent ou ne peuvent plus se reproduire. Mais certaines bactéries ayant muté naturellement obtiennent une mutation qui leur donne, par hasard, une résistance à cet antibiotique. Elles seront quelques-unes à passer entre les mailles du filet. Elles vont ensuite se reproduire à nouveau, transmettre ce gène protecteur, et toutes ces bactéries seront résistantes et deviennent majoritaires. Le problème final, comme vous vous en doutez, est que ce mécanisme va rendre inefficace des médicaments qui l'étaient initialement, ce qui est un grand problème de santé publique. Notre PSE est donc un sujet de biologie. On s'intéresse à l'évolution de résistance chez les bactéries, mais il possède également une partie technique de construction d'un montage servant à élever et étudier ces bactéries. Nous étudions l'adaptation des bactéries E. coli face à des contraintes en antibiotiques et, contrairement à notre groupe, nous étudions ici les bactéries en phase liquide, ce qui modélise un milieu biologique. Le premier défi de notre projet a d'abord été de concevoir un chémostat. Il s'agit d'un dispositif constitué d'un milieu réactionnel biologique maintenu à volume constant. Celui-ci est directement alimenté en milieu de culture, contenu dans un réservoir situé en hauteur, au travers d'une connectique permettant un écoulement grâce à la pression hydrostatique. Cette pression hydrostatique impose le débit d'approvisionnement. Le surplus de milieu de culture s'écoule dans un récipient situé en deçà. Un chémostat permet alors d'effectuer des expériences et des mesures évolutives facilitées par cet approvisionnement illimité. On peut par exemple étudier la réponse biologique d'un système soumis à un gradient de concentration antibiotique. Il permet également de faire varier aisément des paramètres tels que le débit, la concentration en nutriments, et également administrer un stress très facilement. Lors de notre étude, nous avons étudié une souche E. coli, c'est pourquoi nous avons placé le milieu réactionnel dans un bain-marie à température 37 degrés, qui correspond à la température du corps humain où E. coli se développe aisément. Nous avons par ailleurs maintenu notre milieu réactionnel sous agitation constante et appliqué un filtre afin d'égaliser les pressions tout en gardant le milieu stérile. Voici le montage expérimental du chémostat que nous avons réalisé. On peut distinguer au centre de la photo le milieu réactionnel situé dans un tube au-dessus d'un bain-marie maintenu à la température du corps humain. La tuyauterie est connectée au réservoir à l'aide d'une tête de seringue et le débit d'écoulement est géré par un support élévateur fixant la pression hydrostatique. Un cône biseauté connecté à un tuyau est inséré dans le tube réactionnel pour assurer un écoulement optimal vers le récipient poubelle. On note la présence de javel et d'un bec benzène, dont les usages sont cruciaux pour maintenir un environnement stérile et nettoyer, ou plutôt désinfecter, le chémostat. Lors de la conception de notre chémostat, nous avons rencontré plusieurs difficultés. En effet, il faut éviter les contaminations biologiques. Nous avons donc régulièrement, au cours de notre projet, désinfecté le chémostat en remplissant le réservoir de javel. Nous avons également dû changer le chémostat régulièrement afin de garantir la stérilité du montage. Dans un même but, chaque opération s'est effectuée sous flamme ou sous hotte. Cela ne nous a pas empêché d'observer des contaminations. D'autre part, les expériences évolutives se déroulent sur une échelle de temps de plusieurs jours, ce qui implique une gestion du débit d'entrée précise, ce qui s'est avéré compliqué avec notre montage réalisé. Il nous est également arrivé que l'écoulement s'arrête à cause de la diminution de la pression hydrostatique due à la diminution de la hauteur du niveau du réservoir, ou bien lorsque le réservoir poubelle s'est retrouvé intégralement rempli. Maintenant que le montage est en place, rentrons dans le vif du sujet. Nous cherchons à mesurer l'évolution de la concentration en bactéries dans le chémostat, et pour cela nous avons choisi plusieurs méthodes qui sont complémentaires. Nous observons l'évolution de la quantité de bactéries dans notre milieu par turbidimétrie, par comptage au microscope et par comptage sur boîte de pétri. Alors la première méthode, c'est la turbidimétrie. Le principe est le suivant, on a des bactéries dans un milieu, on les éclaire avec une source lumineuse, et les bactéries, qui sont ici notées particules sur le schéma, ces bactéries vont diffuser la lumière dans toutes les directions, et donc si on met un récepteur derrière ce milieu, eh bien l'intensité lumineuse sera atténuée. Et de même, on peut mettre un récepteur perpendiculairement pour n'avoir que la lumière diffusée, et avec ces deux mesures, on peut remonter au nombre de bactéries dans le milieu. C'est très pratique, sauf qu'on a un problème, c'est que les bactéries mortes diffusent aussi la lumière, puisque ce sont des particules, même si elles sont mortes. Et donc on ne peut pas discriminer les bactéries mortes des bactéries vivantes. C'est un problème pour notre expérience, et nous avons donc choisi une autre méthode, qui est le comptage au microscope. On a réalisé l'observation au microscope comme cela.
On met dans un volume donné, on met un volume donné d'une autre solution sur une lame de comptage. Ce volume, on peut l'observer au microscope, et au microscope, on voit les bactéries directement. On les voit même bouger. Ça, c'est très important, puisqu'on sait que les bactéries vivantes vont bouger, et les bactéries mortes, non. Et dans ce volume, on va pouvoir compter donc les bactéries vivantes, et qui se déplacent. De cette façon, on va pouvoir montrer la concentration globale de bactéries vivantes dans notre milieu, et réaliser notre manipulation. On voit bien ici sur l'image de droite que les bactéries sont clairement visibles au microscope, et donc si elles se déplacent, on pourra les voir clairement. Enfin, la dernière option, c'était le comptage sur boîte de pétri. Donc, très simplement, avec un milieu plein de bactéries, on va le diluer très fortement pour n'avoir plus que quelques bactéries qu'on va étaler sur une boîte de pétri, qui est un milieu nutritif. Et au bout d'un certain temps, une fois qu'elles se seront développées et auront formé des colonies, on pourra voir ces colonies à l'œil nu, et donc remonter le nombre de bactéries qu'il y avait dans le volume initial. Dans certaines manipulations, il faudra ajouter de l'ampicilline. Comme l'a dit Lucas, il faudra toujours manipuler sous flamme pour éviter toute contamination et utiliser de la verre stérile, même lorsqu'on veut faire des prélèvements. Donc voilà comment s'est déroulée notre manipulation. La première mesure, on a compté le nombre de bactéries dans le milieu sans aucun antibiotique. Le résultat, c'est 5,8 millions de bactéries par microlitre. Alors ça peut sembler énorme. Si je le formule autrement, ça fait 6 milliards de bactéries par millilitre. Ça veut dire autant que d'humains sur Terre. C'est un chiffre très difficile à appréhender, mais c'est dans la norme de ce qu'on peut trouver pour une bonne croissance de bactéries. Donc là, pour l'instant, tout va bien dans notre milieu. Ensuite, on a ajouté toujours un milieu nutritif, mais cette fois-ci avec 4 mg d'ampicilline par litre. Encore une fois, c'est peu, mais c'est la concentration minimum pour que ça ait un effet sur E. coli. On mesure donc cette concentration grâce à nos 3 méthodes, et on mesure 18 millions de bactéries par microlitre. C'est encore plus grand que dans la première mesure. Le fait est que l'effet de l'ampicilline ne se fait pas encore remarquer, et la croissance des bactéries continue, donc on a une croissance qui est toujours importante. Donc pour 4 mg d'ampicilline, pas de résultat particulier. Enfin, la troisième mesure, on a ajouté 16 mg par litre d'ampicilline. Ça commence à être une dose importante pour les bactéries E. coli, et on mesure 11 millions de bactéries par microlitre. On remarque que là, on a enfin une diminution de la concentration en bactéries. Cette diminution est plutôt importante. On se dit passer de 18 millions de bactéries à 11 millions de bactéries. Cependant, selon la littérature, cette concentration d'ampicilline devrait avoir tué plus de 50% des bactéries dans le milieu. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'on est à moins de 50% de diminution. Donc on peut voir dès maintenant l'apparition d'une résistance des bactéries dans le milieu. Ces résultats sont très prometteurs. Nous voulions encore augmenter la dose, voir jusqu'où nos bactéries pourraient aller. Cependant, les multiples contaminations ont eu raison de nos ambitions. Comme nous devions recommencer chaque gradation de concentration d'ampicilline à chaque fois qu'on perdait l'échantillon, et donc reprendre à l'expérience 1, au début, nous n'avons pas pu tester plus loin l'apparition de résistance. Pour conclure, nous pensons donc avoir pu mettre en évidence une certaine apparition de résistance bactérienne après seulement 2 injections d'antibiotiques dans un milieu liquide qui ressemble à un corps biologique. Cette apparition semble être rapide, mais sans études complémentaires et plus approfondies, il est difficile de dresser d'autres conclusions. Nous avons tout de même appris des choses lors de ce projet. D'abord, la biologie est un domaine d'études très exigeant, où chaque petite inattention ou imperfection peut faire perdre des semaines de travail. Nous avons tout de même des résultats intéressants, et nous avons pu étudier de près le concept fondamental et parfois peu évident de sélection naturelle en biologie.